Vous le savez, dans l'Actu C'est vous, nous aimons donner la parole aux streamers et streameuses, un format que vous semblez apprécier, si j'en crois vos commentaires sous nos vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, car il faut que j'arrive à convaincre les chefs qu'il faut continuer avec ce genre de format. Et aujourd'hui, donc, on est avec Nathalie ici en plateau, avec Samora du Moicast et Ribaud dans la sauce, qui, eux, sont tranquillement installés chez eux. Et on va parler de l'actualité politique et notamment le rejet des 2 motions de censure sur le budget et le budget de la sécurité sociale. François Bayrou souffle un peu, mais jusqu'à quand cette dernière séquence politique scelle-t-elle la fin du NFP? On va en parler tout à l'heure. Et dans l'actualité délirante de ces derniers jours, il y a l'affaire Merwan Ben Lazar, humoriste qui a eu le malheur d'être barbu et de porter un bonnet lors d'une chronique humoristique sur la chaîne France 5. L'affaire a pris une ampleur nationale carrément. On va parler de tout ça, j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi, je le suis et je suis en bonne compagnie aujourd'hui. Comment ça va, Nathalie ? Bah écoute, ça va aussi bien que possible. Très bien, ravi de t'avoir avec nous au plateau. Comment ça va, Ribaud ? Bah, pareil, aussi bien que possible. L'actualité est un peu déprimante de manière générale. C'est pas nouveau, ça fait déjà quelques mois / années, mais ça va, on fait aller. Et toi, Samora ? Tout est horrible, mais on tient. Voilà, dis plus clairement. Voilà, effectivement, content aussi de te retrouver, Samora. Ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas rappelé pour participer à ce format. Ribaud, la semaine dernière, tu as fait une apparition et depuis, tu es de retour. Et Nathalie, on a eu le plaisir d'échanger avec toi sur un sujet important il y a quelques semaines, là, sur le cyberharcèlement. Donc, ravi de vous avoir tous les trois. Et on va commencer tout de suite avec une vidéo qui présente plusieurs députés qui réagissent justement à ces motions de censure rejetées. Et ils parlent notamment de la position du PS et on en parle juste après. Les socialistes font le choix de ne pas voter la censure. Je le regrette. J'argumente sans cesse. J'essaie de convaincre. Je le regrette vivement. Ça nous affaiblit collectivement. Pour autant, je tiens à dire que ce qui nous a amené à nous rassembler, c'était la menace de l'extrême droite, la crise politique. Et je suis pour que cette unité politique demeure. Car ce serait une double mauvaise nouvelle. Si en plus le gouvernement Bayrou restait en place et imposait son budget, et que la division aujourd'hui soit dès le premier tour. Voilà, c'est une ligne de crête, j'essaie de la porter pour la censure, mais pas pour la division. Ça sera une rupture, c'est évident. Alors ils auront quand même une session de rattrapage chez les 3 motions de censure sur le PLFSS. Pourquoi ? Parce que je les ai entendus dire que leur problème c'était que le budget passe, mais qu'ils étaient contre le gouvernement. Donc s'ils sont contre le gouvernement, ils ont 3 autres occasions avec le PLFSS de voter la motion de censure. J'utiliserai une image, je dirais qu'on a une forme de mèche lente sur un bâton de dynamite, que la mise en œuvre du budget dans quelques semaines, dans quelques mois, au cours de l'année, montrera toute sa nocivité. C'est un budget délétère et quand on ira auprès de nos concitoyens, quand on sera interpellé, on aura au moins la force de dire le seul outil que l'on avait, le seul levier que l'on avait, c'était de voter la motion de censure. On ne le fait pas de gaieté de cœur, on n'est pas des espèces de bœufs qui avançons sans tenir compte de ce que pense l'opinion publique. La deuxième chose, c'est que la volonté, la vocation de notre groupe, c'est d'être un point d'équilibre. Nous avons 4 groupes de gauche à l'Assemblée nationale. Ce que nous souhaitons, c'est que malgré nos différences, malgré des divergences, c'est de continuer à travailler ensemble. Et c'est pour cela que nous n'allons pas distribuer des certificats de traîtrise ou des diplômes de respectabilité. Nous espérons qu'on pourra nous se mettre autour d'une table et avancer pour lutter contre ce gouvernement qui mène une politique qui est une politique contraire aux intérêts de notre peuple. D'ailleurs, merci à Lisa Lapp et André Manivit d'avoir recueilli ces témoignages, ces déclarations à la sortie à l'Assemblée nationale. Nathalie, avant d'écouter ce que nous répondent effectivement les députés PS, je vous propose déjà tous les 3 de réagir à ce qu'on vient d'entendre. Nathalie, quand on entend ces différents députés de gauche, la plupart LFI, est-ce qu'on a le sentiment que le NFP est sur sa fin ?
Écoutez, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je suis d'accord avec Alexis Corbière. Je pense que, en fait, je pense pas que c'est la fin du NFP. Je pense qu'effectivement, tout le monde est en colère contre le PS parce que, il y avait, en fait, c'était plus une notion symbolique parce que la motion de censure serait pas passée dans tous les cas, je pense, mais c'était vraiment le symbole de on est ensemble, on est liés. Et là, effectivement, il y a cette sensation de le PS a trahi et c'est ce qu'ils font de mieux. Mais effectivement, le PS, en fait, on est un peu habitué à ce qu'ils trahissent. Pour autant, je pense pas que c'est la fin du NFP du tout parce qu'en fait, on a vu les députés LFI être en mode globalement, on continue à parler avec eux, on essaye de les convaincre et ils auront d'autres occasions de prouver que ils sont vraiment contre le gouvernement, quoi. Toi, Samora, cette question de NFP, c'est fini ou NFP, ça se poursuit? Alors, je vais peut-être être un peu la voix dissonante sur le truc, mais moi, j'espère presque que le NFP, c'est fini, dans le sens où je pense que cette alliance, enfin NFP avec le PS en tout cas, parce que cette alliance pour moi, elle a été négative pour la gauche sur le long terme. C'est-à-dire que quand on regarde, finalement, on a eu une alliance où les gens ne faisaient que s'insulter sur plateau interposé. On invitait des gens du PS ou d'autres partis sur le plateau uniquement s'ils pouvaient dire du mal ou cracher sur la fille. La fille a été diabolisée et n'a pas reçu le soutien que tu es en droit d'attendre par rapport à une alliance. Donc en fait cette alliance électorale que j'ai appelée de mes vœux au début et qu'on a soutenue avec Nat, qu'on a fait des événements et tout pour soutenir. J'ai eu l'impression qu'au final on a été un peu on a été floué en fait. On a été floué. On nous a retiré cette grande chance qu'on avait pour la gauche. Et là, ce que ça donnait à voir depuis quelque temps, c'était vraiment une mascarade, quelque chose de pas beau à voir. Et je trouve que cette motion de censure non votée par le PS est un nouveau clou dans le cercueil de cette alliance qui doit changer, peut-être se retravailler, renégocier avec un nouveau programme. Mais on ne peut pas continuer sur la lancée de l'été parce que il y a un truc qui marche plus. Il y a un truc qui marche plus. Et toi, Ribot, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es sur la ligne de Samora, il faut que le NFP avec le PS s'arrête, ou au contraire, plus la ligne LFI qui dit pour l'instant, on va continuer à discuter avec eux? Je pense que de toute façon, le fait qu'il y avait le PS et LFI dans la même alliance, et bon, ça trompait personne, on savait très bien que ça finirait un peu par finir comme ça, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, je dis fini comme si le NFP était terminé. Pour autant, je pense que la volonté chez les électeurs de gauche d'avoir un cadre unitaire, et d'avoir aussi un projet de rupture, parce que c'était ça le NFP, c'était un peu l'union, y compris un peu contre nature entre LFI et le PS, parce que l'heure était grave et que le risque c'était Bardella Premier ministre. Et LFI préfère encore s'allier avec le PS et vice-versa, et même faire le barrage républicain avec certains macronistes plutôt qu'éviter le pire, c'est-à-dire Bardella Premier ministre. Mais je veux dire, à côté de ça, il y avait aussi un contenu politique, il y avait aussi une promesse qui était de dire c'est sur une ligne de rupture avec les politiques néolibérales de Macron et de ses prédécesseurs. C'est avec cette ligne-là qu'on sera à même de vaincre l'extrême droite, peut-être. Voilà. C'était ces deux choses-là. Il y avait aussi un contenu politique au NFP. C'était pas juste une alliance. Et à partir du moment où, en votant la censure, le PS, là on peut dire a trahi ses électeurs, a trahi la promesse, a trahi le programme sur lequel il s'est fait élire, pour moi là il y a quelque chose de fondamentalement politique qui fait que les vœux donc c'est beaucoup le groupe écolo et aussi un peu le PCF, que l'alliance continue avec un peu tout le monde dedans et qu'on arrive à surmonter nos différences. Pour moi, c'est un peu un vœu pieux, quoi. C'est un petit peu naïf parce que là, il y a une différence politique fondamentale qui fait que est-ce que LFI et le PS peuvent encore travailler ensemble? Moi, je pense que non. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est peut-être une nouvelle alliance et que ceux qui restent fidèles à l'idée de rupture restent dans le NFP et que le NFP continue. Mais du coup, étant donné que les écolos et aussi le PCF, c'est une forme un petit peu de naïveté à vouloir dire l'union à tout prix parce que on a été premier des élections la dernière fois. Je veux dire, voilà, là, à un moment donné, même eux vont devoir se clarifier. L'union doit être autour d'un projet, et à partir du moment où le PS n'a pas respecté les engagements qu'ils ont pris face aux Français avec ce projet, c'est juste très concrètement comment on fait pour continuer à travailler avec eux, quoi. Donc les unionistes des écolos et du PCF, moi je comprends pourquoi ils veulent l'union de la gauche, parce qu'effectivement ça va être dur de gagner sans ça. Mais je veux dire, quand le contenu politique est incompatible avec une franche union sur la base d'un programme, je veux dire, va falloir commencer à réfléchir à la suite, effectivement. Et est-ce qu'au sein du PS, Ribot, il y a quand même des différences? Hollande, c'est pas Valo, Valo, c'est pas Faure. Est-ce que, du coup, en fait, il y a pas quand même quelques personnes au PS qui pourraient quand même essayer de se rapprocher un peu plus de LFI? Juste après, on écoutera Jérôme Gage, qui lui aussi, c'est ni les uns ni les autres. Moi j'espère, et justement j'avais un petit peu espoir à ça. Je me disais, il y a deux lignes, il y a la ligne Olivier Faure, il y a la ligne François Hollande, quoi. Et ceux qui sont vraiment sur une ligne d'union et de rupture, je voulais bien les croire,
Mais là, vraisemblablement, je sais pas, peut-être l'esprit de parti, la discipline de parti fait que, je sais pas, en interne, ça s'est réglé comme ça, quoi. Donc là, maintenant, s'il y en a qui sont au PS et qui se disent non, là, j'ai l'impression d'avoir trahi mes électeurs, je veux rester dans le NFP, y compris allié avec la France Insoumise, parce que je veux être sur une ligne de rupture, je vois mal comment ils vont pouvoir continuer à le faire au sein du PS, qui est en train de se ranger un peu plus sur la ligne François Hollande, je sais pas, mais pas sur une ligne de rupture, en tout cas. Donc, moi, j'espère qu'un peu que ça va. Que ce moment de clarification va faire qu'une union, y compris peut-être avec des dissidents PS, puisse se faire, hein, une union la plus large possible, mais la condition sine qua non pour que cette union ait un sens, c'est l'idée de rupture. Et donc si au PS, il y en a qui sont alignés sur cette idée de rupture, notamment quelques frondeurs là qui auraient voté la censure, très bien, ainsi soit-il. Vous êtes les bienvenus dans le NFP, j'ai envie de dire, même si c'est pas à moi de discerner les points, quoi. Mais sans ça, ça va être un peu compliqué. J'ai l'impression que l'appareil même du PS fait que c'est compliqué, quoi, et qu'ils vont dans la direction qui n'est pas celle du projet du NFP, quoi. Justement, le PS, on va écouter Jérôme Guedj, député PS, et on en parle juste après tous les quatre. J'entends en effet ceux qui nous traitent de trahison, d'exclusion d'un collectif. Je n'ai pas l'habitude de donner du crédit aux donneurs de leçons qui s'érigent en distributeurs de bons et de mauvais points à gauche. Voilà. Je n'attends pas d'autres de me décerner si je suis de gauche ou pas de gauche. J'ai mes convictions, ce sont celles d'un socialiste, universaliste, laïque, républicain, écologiste, attaché à la question sociale. On mène le combat avec des modalités différentes que d'autres formations à gauche. Moi, je ne suis pas là pour débattre de leur propre choix, mais je récuse avec la dernière énergie l'idée selon laquelle on peut avoir une pureté à gauche. Voilà. Ceux qui s'enferment dans le discours de la pureté, à la fin, ils se rabougrissent et ils font perdre la gauche. Nathalie, quand on entend Jérôme Guedj qui parle de pureté à gauche, qu'est-ce qu'on peut en penser ? C'est vraiment hypocrite parce que d'un côté, c'est factuel, la pureté militante n'aide personne. De l'autre côté, quand le PS est connu littéralement pour faire que ça tout le temps, il y a un moment, c'est plus de la pureté, c'est juste on regarde ce qui se passe et on compare les actions qu'ils sont en train de faire. Et là, les actions qu'ils sont en train de faire, tu l'as très bien résumé, Samo, c'est vrai que le PS, ça fait quand même un moment qu'ils ont tendance à tirer dans leur propre camp pour se rapprocher un petit peu des macronistes pour négocier à droite à gauche. Et là, clairement, on l'a vu effectivement dans les négociations juste avant la motion de censure, ils n'ont pas arrêté d'essayer de négocier pour eux, pour des petits trucs qui au final ils n'ont même pas eu et quand même derrière refuser de voter. Enfin, en fait, le problème c'est qu'il y a une différence claire entre la pureté et juste arrêter de se moquer de tout le monde. Et là, en fait, eux, ils continuent vraiment dans leur ligne de on fait absolument tout pour nous. Et en fait, ils n'ont pas déjà cette pensée de groupe, en fait. Ils l'ont clairement pas. Donc, c'est... En fait, le problème, c'est que pour pouvoir dire qu'on refuse de prendre des leçons, faut déjà avoir un comportement logique de base. Et en fait, ils n'en ont pas eu un de comportement logique de base. Et est-ce que toi, Nathalie, Samora en parlait tout à l'heure, tu y croyais au début de ce NFP que le PS allait finalement pas avoir ce type de comportement où au final, on sait un peu comment il fonctionne? J'y ai cru jusqu'à ce que je vois Hollande. Et après, quand j'ai vu Hollande, je fais oui, non. Donc c'est pour ça, je suis pas surprise quand le PS fait des trucs de PS perso. Mais Effectivement. Et toi, Samora, la déclaration là, de Jérôme Guedj, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Bon, déjà, que Jérôme Guedj, de toutes les personnes qui pouvaient prendre la parole sur cette question, que Jérôme Guedj soit celui qui dise qu'on n'a pas de leçon à donner sur si on est de gauche, pas de gauche, la pureté et tout, alors que justement, c'est le premier à avoir été contre le NFP, à avoir été une voix dissonante à gauche pour justement tirer le PS vers la Macronie, à en faire le supplétif du gouvernement et raviver ce gouvernement qui était en train de mourir, quoi. Enfin, ce gouvernement, ce pouvoir, en tout cas, qui était en train de mourir. Je trouve ça assez drôle. Ensuite, concernant, oui, ce truc de la pureté qu'on réclamerait, en fait, c'est juste être de gauche, en fait, Jérôme. C'est juste à un moment donné, il y a une base, il y a un programme qui est le programme du NFP qui voulait le SMIC à 1600, essayer d'améliorer la vie des gens, avoir une vraie politique de gauche, pas une politique à demi. Et là, venir nous dire, ouais, mais en fait, on va augmenter le SMIC de 14 €, on va faire des petits bras et obtenir quelques petites victoires, voilà, machin, qui derrière, en plus, sont compensés avec d'autres retraits sur d'autres plans du budget.
ce n'est pas une manière de faire une politique de gauche, alors que justement, les gens sont en attente de ça, qu'il y ait un vrai élan social, un vrai changement pour leur quotidien. Et en plus, pour terminer, pour revenir juste sur l'aspect, juste petite politique entre eux et tout, tu disais tout à l'heure, je sais plus qui disait tout à l'heure qu'il y avait 2 lignes. Il y avait la ligne Hollande, la ligne Faure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout un truc qui va arriver, c'est le congrès du PS. Oui. Qu'actuellement, la ligne Hollande, elle est en train, Hollande, Delga, Rossignol, Karim Bouamran, enfin l'aile droite du PS qui est en train de prendre la main, et Faure ayant flippant un peu pour la suite, est en train aussi de se droitiser pour garder la place de leader qu'il a actuellement. Et donc ça pense vraiment petite politique, petit calcul, plus que le grand schéma dont la gauche a besoin pour la suite. Justement, et toi, Ribo, sur Jérôme Gage, hein, si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ce que viennent de nous dire Nathalie et Samora. Alors sur Jérôme Gage, pas spécialement, mais pour comprendre à quel point nous, par exemple, on est remonté contre le PS et vraiment on prend ça sérieusement comme une trahison, c'est voir ce que ça va permettre leur non-censure. Alors après, on pourrait dire oui, mais le RN n'aurait pas censuré. Bon, j'en sais rien. Là, Jean-Philippe Tanguy, ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, il a dit si le PS avait censuré, nous, on aurait très certainement censuré. Je ne sais pas s'il dit vrai, il faut se méfier, il y a de la magouille à tous les niveaux, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'occasion pour censurer réellement le gouvernement, un des seuls trucs qui pouvait mettre d'accord tous ceux qui ne sont pas macronistes, c'est-à-dire y compris le PS, y compris le RN, c'était certainement le budget. Il y avait un 49.3 qui ouvrait naturellement une motion de censure. Sur quelle base ils peuvent espérer censurer le gouvernement Bayrou avec le RN à l'avenir ? Ils vont pas pouvoir. Et là, ça laisse surtout, il y a un truc, budget mis à part, ça laisse les mains libres au gouvernement Bayrou pour faire passer des mesures d'extrême droite avec l'appui du RN, quoi. Et c'est aussi à ça qui participe très clairement le PS. Et c'est vraiment ça que je trouve aberrant. Des mots même du gouvernement, je ne sais plus qui a dit ça, ils ont dit que les prochaines lois sur lesquelles ils allaient se pencher, ça va être des lois, je cite, d'ordre et d'autorité. Donc ils font ça avec 140 députés d'extrême droite qui veulent un maximum de lois racistes, quoi. Mais dans quel monde ils vont pas en profiter pour essayer de se mettre le RN dans la poche ? Tout le mouvement va dans cette direction, dans la direction de l'extrême droite depuis le début. Donc il y a les petites manigances politiciennes, on va dire, essayer de se positionner par rapport à LFI. Certes, c'est une chose, mais là, très concrètement, ils permettent à un gouvernement de faire passer des lois d'extrême droite en roue libre, quoi. Mais je veux ça dont j'ai envie me de parler, quoi. Si je peux me permettre ce que tu dis, je sais pas ce que tu en penses, Nat, et Adrien, ce que vous en pensez, mais moi, j'étais persuadé qu'après le gouvernement Barnier, qui était vraiment un gouvernement qui était sur un siège éjectable, que Bayrou, qui a montré vraiment une incompétence, une impréparation, etc., que ça allait sauter du jour au lendemain. Et en fait, on est en train de réaliser que sûrement le plus incompétent va durer le plus longtemps, grâce à l'appui du Parti Socialiste et du RN. On est vraiment dans une timeline, les gens, je sais pas si c'est n'importe quoi. C'est super énervant. On faisait tous des blagues en disant si vous voulez se faire censurer le plus vite possible, il s'y serait pas pris autrement. Il fait exprès pour se faire censurer, il a un plan. Et non, en fait, son plan, c'était de ne pas se faire censurer. Et alors même que Elisabeth Borne et Manuel Valls reviennent, ce qui était vraiment un peu quasiment une blague, nous on prenait tout ça à la rigolade, et ça passe. Voilà, Macron fait n'importe quoi et ça passe grâce au PS. C'est vraiment révoltant pour les électeurs de gauche. Vraiment, on a en droit de se sentir trahi là. C'est pas. Je sais qu'à gauche parfois on a le mot trahison un peu facile, mais là franchement c'est le terme, quoi. Ouais, mais pour moi, clairement, en fait, justement, j'ai vu Bayrou déjà arriver avec son équipe de Elisabeth Borne qui avoue qu'elle n'y connaît rien à l'éducation. Mais bon, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les ministres de rien connaître à leur domaine. Donc, bon, finalement, allons-y. Mais en fait, ouais, on les a tous vus arriver. Moi, pareil, tout le monde dans mon entourage disait non, mais Bayrou, il tiendra pas 2 mois. Au final, bon, bah là, effectivement, on dirait qu'on va se le taper un petit moment. Et en fait, moi, j'ai vu que Bayrou, au-delà d'au début, son incompétence et chacun des discours qu'il faisait, tout le monde était outré. Il a commencé à reprendre de plus en plus du langage d'extrême droite et genre là la fameuse submersion migratoire, littéralement le FN tout le monde s'est levé pour l'applaudir et en fait moi à ce moment-là je me suis dit jamais le FN va voter la censure en fait, justement parce que au final Bayrou c'est comme Barnier, ça reprend toutes leurs idées et comme tu l'as très bien dit, derrière toutes les lois racistes elles vont passer, donc clairement ils ont aucun intérêt à censurer. Donc tu vois le Tanguy qui arrive en mode oui on aurait censuré Gilles Perez, pour moi clairement c'est juste une taunt pour bien dire vous avez vu LFI, vous avez raison, divisez-vous. Ouais, et c'est pour ça que et c'est pour ça que je suis un peu en mode en fait c'est l'intérêt de tout le monde que le NFP se divise, donc j'avoue j'ai pas envie qu'il se divise, mais vous avez grave raison que il faudrait que ça se divise parce qu'en fait le PS ne sert absolument personne d'autre qu'eux-mêmes et donc cette alliance a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Mais en fait face on perd, pile ils ont gagné, donc voilà. C'est la politique en 2025, ça résume bien, pas que sur ce sujet-là. C'est horrible.
si Bayrou, je peux donc. juste, Vas-y, Ribo, vas-y, je t'en Alors, prie. si vous voulez finir là-dessus, moi je pense quand même que le RN va vouloir provoquer une censure à un moment donné, Ah ouais. pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils le répètent sans arrêt. Ils veulent une nouvelle dissolution pour agrandir leurs troupes. Et là, ils se Ouais. disent, attends, la gauche est plus désunie que jamais, ils vont pas nous refaire le coup du NFP, du barrage républicain, on va grossir. Donc eux, ils vont essayer de provoquer une dissolution, mais le PS, du coup, il va pas voter la censure. Et donc là, on va peut-être se retrouver avec le PS qui protège le gouvernement Bayrou pour éviter une dissolution qui profiterait au Rassemblement national. Donc la Ouais. situation est vraiment ubuesque. Et Ah, vraiment, ça une censure, tu veux dire. fatigué. Oui, une censure, je veux dire. Hum. Voter une censure pour provoquer une Oui, dissolution. Finalement, c'est finalement, le choix Bayrou était plutôt, entre guillemets, un bon choix de la part d'Emmanuel Macron, dans le sens où il a réussi à convaincre, entre guillemets, le Parti socialiste, en tout cas, de ne pas voter la censure. Mais selon vous, comment il a réussi ça? Alors qu'au départ, effectivement, entre ces différentes sorties médiatiques et autres, on se disait que voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Mais finalement, il réussit ce coup-là. Et- Comment, selon vous, il a pu réussir ça? Mais pour moi, Bayrou, je pense qu'il doit être le premier. Tu sais, je sais pas si vous regardez The Boys ou pas. The Boys, il y a une scène où Homelander, il envoie un laser sur un gars et qu'il il le brûle sur place. Et il pense que tout le monde va l'engueuler. Et il voit que tout le monde l'applaudit. Et il est en mode, OK. Et je pense que Bayrou, je pense qu'il s'attendait pas à que ça soit aussi facile. Oui. Mais en fait, le PS a tellement envie de trahir. Le RN veut tellement être dédiabolisé qu'en fait, il a un champ libre. Il peut se dire à peu près tout et n'importe quoi, il peut faire tout et n'importe quoi. Genre, il peut même faire des négociations avec le PS et les Verts et ne rien leur donner. Et limite, le PS, je me souviens qu'à une des réunions, je pensais que c'était triste de ne pas pouvoir trahir, quoi. Bah non, on venait, on était prêts à accepter plein de trucs et il a rien voulu donner. et en fait, il fait même pas d'effort, quoi. Ils sont tellement prêts à se donner qu'il a rien à faire, en fait. C'est ça le truc, c'est que Bayrou, aujourd'hui, je pense qu'il est en automatique. Ouais, moi je Ouais, c'est pas pense vraiment- qu'il y a clairement pas l'aspect ouais, c'est un coup de maître, c'est un coup de génie, il a réussi à convaincre. Moi je pense que c'était que du pif et ça marche parce que en fait on est dans une situation vraiment de détresse et de chaos et du coup pour l'instant c'est plus c'est gros plus ça passe et vraiment pour moi c'est de l'incompétence sur de l'incompétence et juste ça marche parce qu'on est trop dans le chaos quoi. Effectivement, Ribo, tu as un truc à rajouter ou... Non, je suis d'accord. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est pas une victoire de Bayrou. Hein. Oui, oui. Me mettre n'importe qui à sa place, peut-être. Ouais. Le résultat aurait été si. sensiblement le même et c'est quasiment le même budget, en un tout petit peu pire, qui a été présenté. C'est ça qui est fou. Comment on peut voter contre un budget pour 2 mois après le laisser passer alors que c'est le même, voire un peu pire. Genre, C'est vrai que pour ça ça, moi, paraît- je pensais qu'ils allaient voter la censure. C'est lunaire. La situation est lunaire et c'est fatigant à suivre. C'est fatigant à suivre. J'en ai marre, moi, perso. Effectivement. Vous le disiez tous les trois à l'instant, le RN, l'extrême droite prend de plus en plus de place, le gouvernement prend cette direction. Et il y a une affaire là, de ces derniers jours, moi, qui m'a particulièrement interpellé, c'est l'affaire Merwan Benlazar. Merwan Benlazar, je rappelle, c'est un humoriste qui a fait une chronique sur France 5 le 31 janvier, ou je sais pas, il y a quelques jours en tout cas, qui a fait une chronique sur France 5 parce que c'était sa première chronique, il remplaçait Bertrand Chameroy, une chronique humoristique. Et il se trouve qu'il est barbu, donc d'origine, je ne sais pas si c'est Algérie ou Maroc, mais en tout cas il est barbu. Il est venu avec un bonnet. Et là, ça a créé une grosse polémique sur les réseaux sociaux, notamment ceux de la fachosphère. Et hier, au Sénat, on a carrément parlé de cette affaire-là et Rachida Dati a annoncé que cet humoriste, car je rappelle, il fait de l'humour, ne sera plus sur France Télévisions dorénavant. Et la boîte de production de l'émission C'est à vous de France 5 a dit que de toute façon, il comptait que le prendre pour une seule chronique. Donc ça reste à approuver. Mais en tout cas, il ne sera plus là. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est comment une affaire comme celle-ci peut prendre autant de poids, étant donné, je rappelle quand même, c'est suite, on a déterré ses anciens tweets où il faisait de l'humour sur Twitter, mais sorti de son contexte, effectivement, on peut penser que c'est misogyne, rétrograde et ainsi de suite. Et c'est pour ça que Rachida Dati expliquait hier qu'il a été annoncé, pas censuré, si, c'est une censure, en tout cas sur France Télévisions. Que pensez-vous de cette histoire Samora, est-ce que tu peux nous... Déjà, Samora, est-ce que tu peux nous parler de ton look, s'il Oui, te c'est plaît vrai. Oui. Alors, je porte actuellement un look salafiste, les amis, de chez Zara. Ah, toi aussi Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Effectivement. Donc oui, je porte un Mickey et je suis barbu. Donc apparemment, je ne pourrai jamais faire de chronique sur France 5. Je suis un peu triste de ça. Mais donc moi, ce qui m'interroge et m'intéresse surtout, c'est qu'en fait, ça part de la Macronie, en fait, cette histoire. Donc c'est Nathalie Loiseau, ex-Gudard quand même, qui voit ce gars-là à la télé et d'un seul coup
C'est pas possible. Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait dans ma télé? Un arabe barbu avec un petit... Ça lui rappelle des choses, je sais pas, ça lui ravivé Elle a peut-être vu Homeland, la série, elle s'est dit, il se passe un truc. Donc, elle a posté d'abord la photo et elle a dit, par rapport aux droits des femmes, comment ce gars-là peut être à la télé. Et après, quand elle a vu que ça prenait pas, les gens étaient en mode, mais qu'est-ce que tu racontes et tout, elle a été fouillée là pour trouver des tweets pour corroborer son truc. Moi, en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, il y a globalement une fascisation de la société. Hein. Il y a un racisme qui est décomplexé. Le problème, c'est d'avoir une personne arabe portant une barbe dans l'espace public. S'il avait été blanc, personne n'aurait été chercher ses vieux tweets. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, il y a une image d'un chroniqueur aussi de Quotidien qui a exactement le même type de barbe, on va dire, que Merwan Ben Lazar, un bonnet également, mais personne n'a trouvé à redire sur ce look-là. Oui, d'ailleurs sur France Info, non c'est pas sur France Info, sur une des chaînes d'infos en continu, je sais plus laquelle, quelqu'un avait dit qu'il avait un look islamiste et que c'était pas le fond de sa chronique qui était pas intéressant. Mais c'était qu'il avait un look islamiste. Donc je sais pas que les islamistes comme ils disent sont trendsetters en tout cas, mais voilà. Et donc voilà, donc c'est juste du racisme en 4K et derrière quelqu'un perd son emploi pour ces raisons-là. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est que la France, même joueur joue encore, hein, c'est comme ça en France de toute façon depuis longtemps. Ça devient de pire en pire et voilà, moi, voilà, vas-y. Ouais, moi, ce que je trouve vraiment honteux, c'est que là, d'un coup, la cause des femmes est très importante, mais à côté de ça, on a Darmanin en garde des Sceaux. Darmanin qui a quand même été accusé par 2 femmes différentes de viol en échange de services. Et du coup, vraiment, là, tout de suite, les droits des femmes, pour quelques tweets, on a quelqu'un qui se fait censurer à la télé, mais dans le gouvernement, des hommes qui ont agressé des femmes, il n'y a aucun problème, on les garde, on les protège et on fait taire les trucs. Donc, on est encore sur une utilisation des souffrances, des violences faites aux femmes pour servir du racisme en fait. Et vraiment, c'est exactement ce que tu as dit. Un mec blanc avec exactement le même look, lui, on va le laisser tranquille. Par contre, s'il y a un arabe, on va essayer de trouver le moindre petit truc. Donc là, d'un coup, on va l'accuser de sexisme, on va l'accuser de racisme, on va l'accuser de tout et de n'importe quoi. Les tweets en question, je les ai vus, effectivement. C'est pas des blagues d'un goût incroyable, mais vraiment, on a vu 1000 fois pire, complètement impuni, quoi. Ribaud. C'est pas le service public, mais non, 1000 fois pire, complètement impuni. On peut penser à Morandini, par exemple, là, qui vient d'être condamné pour violence sexuelle sur mineurs. Il est encore à la télévision. Alors, c'est pas le service public. J'ose espérer quand même que, même en 2025, le service public virerait Morandini suite à une condamnation comme ça. Mais bon, quand même, il y a une forme de 2 poids 2 mesures et d'impunité qui est évident et qui saute aux yeux, quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que à travers tout ce qu'on vient de voir, on voit encore plus la convergence, peut-être pas sur l'intégralité des sujets, mais sur le racisme. En gros, la convergence entre les macronistes et l'extrême droite, c'est même plus vraiment une convergence, là, c'est quasiment fusionné. Et sur les réseaux sociaux, puisque c'est une histoire qui part des réseaux sociaux, ça se voit très très bien. Ouais. Ça se voit très très bien. Par exemple, les personnes de gauche qui ont pris position pour le défendre, ils se sont fait attaquer par des gens de l'extrême droite, de la fachosphère, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus facho et plus assumé, quoi. Des gens qui assument être des racistes d'extrême droite et qui viennent à la rescousse, à la défense de Nathalie Loiseau, qui est censée être centriste. Et donc, voilà, les gens il suffit de voir qui défend Nathalie Loiseau dans cette séquence raciste pour bien montrer que le racisme de l'extrême droite, il est plus que à l'extrême droite à proprement parler, il est jusqu'au cœur du macronisme, quoi. Et là encore, ça renvoie un peu à la responsabilité de ne pas voter la censure quand on voit que c'est ça le gouvernement, très concrètement. C'est ça qu'il fallait censurer, pas que le budget. Concernant le racisme et cette fascisation de la société, moi je peux pas m'empêcher de voir un peu ce qui se passe aux États-Unis, faire des parallèles, parfois peut-être des parallèles un peu périlleux, mais quand je vois que en France on a eu la Miss France qui a reçu des attaques racistes parce qu'elle était juste présente à la télévision, qu'il y a eu Ebony qui a reçu des attaques racistes parce qu'elle était juste présente à la télévision, qu'il y a Merwan qui se fait virer, qu'il y a le Sénat qui se rassemble avec Rachida Dati pour en parler, comme si c'était un problème national, voilà. Quand je pense à Ménel, à l'époque, qui avait été viré de la Nouvelle Star pour les mêmes raisons, enfin, qui n'avait pas pu faire de carrière et tout. En fait, on a la sensation que être une personne racisée juste dans l'espace public, ce n'est plus tolérable. Ou en tout cas, si tu l'es, que tu ne t'excuses pas de l'être et que tu es juste toi, tu te lises pas à fond, tu ne nies pas qui tu es, tu ne te renies pas.
En fait, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et quand on voit par exemple aux États-Unis, le premier truc que Trump a fait, c'est mettre fin au programme de diversity, equity et inclusion. Donc tout ce qui est inclusion des personnes LGBT, racisées, les femmes, etc. Et ben en fait, il y a une tendance actuellement à vouloir invisibiliser de nouveau encore plus les personnes qui sont pas dans les standards hétéro, blanc, cisgenre. Voilà. Et là où moi j'y vois aussi une espèce de piège, c'est que là c'est quelque, enfin je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que là sur les mois, les années à venir, il va falloir à gauche qu'on fasse super attention parce que la droite et l'extrême droite, elle le faisait déjà avant, mais elle a encore plus compris l'utilité de réutiliser notre vocabulaire pour essayer de nous attirer dans leur camp. C'est-à-dire que là, les accusations contre Merwan, c'est du sexisme et du coup on a envie de dire ah bah oui le sexisme c'est pas bien, mais en fait quand on regarde plus de 5 secondes ce qui s'est passé, ils ont vraiment juste utilisé le sexisme comme excuse pour leur racisme. Et du coup, nous, à gauche, il va falloir qu'on soit ultra vigilants sur les accusations, etc. Ne pas tomber dans la pureté, justement, pour reprendre le cher député du PS tout à l'heure. En fait, il va falloir qu'on soit ultra vigilants parce que d'un coup, l'extrême droite va devenir le parangon du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme. Hein. Ils le font déjà, justement. L'antisémitisme, c'est devenu la cause de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon a été désigné comme le... Non, pardon, c'est Rima Hassan qui a été désignée comme la successeur de Le Pen, alors que Marine Le Pen existe, mais quelqu'un avait traité Rima Hassan de successeur de Le Pen à cause de l'antisémitisme, soi-disant, hein, parce que voilà, la Palestine, bien évidemment, la soutenir, c'est antisémite. Donc voilà, en fait, on est vraiment sur une espèce d'inversion des registres, et c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment qu'on commence à se méfier, quoi. Surtout qu'à gauche, je sais pas ce que tu en penses, Nat, mais on commence déjà à voir des gens à gauche qui tombent dans ce gaslight et qui, dans leurs arguments, dans la façon dont ils, comme Gage disait quand il parle de je suis laïque, machin et tout, d'avoir finalement, par la laïcité, par des luttes qui pourraient sembler être justes, se retrouver des accointances et des propos qu'on pourrait entendre dans la bouche de Retailleau, de Le Pen, etc. Ouais. Ça a commencé il y a un petit moment déjà. Oui, ça a commencé déjà il y a un petit moment, en vérité. Typiquement, Charlie Hebdo, c'est un peu le symptôme de tout ça, quoi. C'est au nom de la laïcité, au nom de choses qui sont censées tomber sous le sens et être des vraies valeurs de la gauche, et ben on se retrouve à inverser le truc pour en faire du racisme, quoi. Et ça, c'est un vrai phénomène qu'il faut analyser avec acuité, j'ai envie de dire. Il faut vraiment être très très attentif à ça pour essayer juste de préparer des réponses qui seraient entendables, quoi. Et on en arrive au point à un niveau de racisme généralisé dans la société française, et pas que française, aux États-Unis, c'est au moins autant le cas, que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. En tout cas, merci à tous les trois. Ce fut une discussion très agréable. Nathalie, merci. Ribo et Samora. Bien sûr, on peut vous retrouver sur vos différentes chaînes Twitch et sur les différentes plateformes. Donc, j'espère qu'on se reverra bientôt dans l'Actu C'est Vous. Peut-être pas, mais peut-être sur un autre format ici aux médias.